Mesdames, Messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour cette deuxième leçon concernant le droit et langue du droit. Faut-il une lingua franca? Et je me permettrai tout d'abord, vous savez, je vous l'ai expliqué la dernière fois, que c'est une initiative qui est née dans un contexte plurilingue aussi et plurijuridique, puisque je vous ai parlé de l'Académie pour le droit privé européen qui est à Salzbourg. Et je voudrais également donc saluer très chaleureusement le président de cette académie qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, Michael Reiner. Alors, lors de notre première leçon, nous nous sommes penchés sur un premier volet de la langue du droit, qui est celle de la publication et de l'interprétation des lois dans des pays plurilingues. D'emblée, nous avons toutefois pu voir que cette question était loin d'être complète, et qu'il nous fallait également parler du droit de la langue, et plus particulièrement du droit à la langue. Lors de nos échanges au sein de l'Académie pour le droit privé européen, où se côtoient des collègues de l'Afrique du Sud, du Canada, du Grand-Duché du Luxembourg, et de bien d'autres pays plurilingues encore, et où nous invitons chaque année également des hauts magistrats, il est ainsi apparu que les pratiques concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sont parfois fondamentalement différentes d'un pays à l'autre. Lors de cette seconde leçon, nous souhaiterions, à partir des pratiques de la Belgique et du Canada, illustrer quelques-uns des enjeux que l'emploi des langues en matière judiciaire soulève. Et pour débuter cette leçon, je souhaiterais de nouveau un tout petit peu élargir la perspective qui, sur des questions telles que l'emploi des langues en matière judiciaire, ne doit pas être simplement une question belgo-canadienne. Et je voudrais notamment vous citer un passage dans un livre qui a été écrit par une auteure sud-africaine. Dans ce livre dans lequel cet auteur analyse minutieusement son vécu comme personne de race blanche dans ce pays complexe qu'est l'Afrique du Sud, elle évoque à un moment donné un procès dans lequel elle sera appelée à témoigner ultérieurement. Et elle dit ceci. Alors je me permets de vous donner une traduction libre. Le texte original en anglais figure sur l'écran. Non seulement la race, mais également la langue constituent un lieu d'expression des rapports du pouvoir devant la cour. Dès lors que la plupart des prévenus et des témoins sont soit Afrikaans ou Sesotho, on utilise généralement un interprète. Courageusement, les trois avocats de Johannesburg commencent en Afrikaans et sont bien entendu complimentés par le juge pour leur bon niveau, mais tout de même encouragés, pour la suite des audiences, à poursuivre en anglais. Lorsqu'un sergent noir est appelé à la barre pour témoigner, le ton est toutefois différent. Le témoin: « Je suis le sergent Samuel Haverford Smith. » « Comment ? Répétez, s'il vous plaît. Contentez-vous de nous donner vos noms. »« Samuel Haverford Smith. »« Haverford ? » ?»« Oui, monsieur le président. »« Smith ou Smith ? » ?»« Smith. »« Monsieur Naidoo, espérons qu'une personne portant le nom Haverford sera capable de comprendre vos questions en anglais. »« Monsieur le président, je préfère en réalité que les questions me soient adressées en Afrikaans. » On découvre ainsi peu à peu le jeu de rapports de pouvoir qui se joue dans le prétoire et dans lequel le juge joue parfois un rôle actif de par son attitude envers l'emploi de certaines langues. Il ne suffit donc pas de décréter que telle et telle langue sont des langues nationales, voire officielles. Encore faut-il surveiller ce qui se passe dans la salle d'audience. Et ce problème est bien illustré par l'histoire judiciaire belge du XIXe siècle, qui a été marquée par plusieurs affaires retentissantes, lesquelles ont dans la durée permis finalement de faire évoluer notre système. Et je voudrais vous parler d'une de ces affaires emblématiques, qui est l'affaire Scoop. L'affaire Scoop de 1873. Alors Joseph Scoop est un relieur qui est né à Hoogstraten, près d'Anvers, et qui est domicilié à Molenbeek-Saint-Jean. Il devint l'heureux papa d'un petit garçon au mois d'octobre 1872, et suite à la naissance de son fils, il se présenta au bureau de l'état civil pour y faire la déclaration de naissance de son fils. Lorsqu'il s'aperçoit que l'acte allait être rédigé en français, il exigea que celui-ci soit rédigé en flamand.
On lui opposa que les instructions de l'administration s'y opposaient et que les registres de l'année courante étaient imprimés en français. Face au refus de l'employé, Schoup se retira sans fournir les renseignements nécessaires à la déclaration. Alors, suite à cela, il a été poursuivi, puisque ne pas déclarer un enfant qui venait de naître était également une contravention au Code pénal. Et donc, il fut poursuivi du chef de contravention à l'article 361 du Code pénal ancien. Et il fut condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une amende de 50 francs. Faut-il le préciser, l'intégralité des débats eurent lieu en français. Lorsque les avocats de Schoup interjettent appel et demandent en appel de pouvoir plaider en flamand, la Cour d'appel ne leur refuse pas ce droit et ne va donc pas jusqu'à les obliger à plaider en français, mais elle va ordonner la traduction, phrase par phrase, des plaidoiries. Les avocats ont donc très vite dû renoncer à la parole, ces exigences rendant toute plaidoirie impossible. Il était également demandé que le réquisitoire du ministère public soit traduit, ce qui a été refusé. Donc le réquisitoire avait lieu en français et l'arrêt a évidemment été rendu en français. S'ensuit un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, l'un des conseils de M. Schoup avait commencé sa plaidoirie en flamand, mais dut y renoncer lorsqu'il fut rappelé à l'ordre par le président, lequel fit observer que jusqu'à ce qu'il fût statué par la Cour, les débats sur l'incident de la langue seraient tenus en langue française. Et alors, quel est l'arrêt que rend la Cour de cassation dans cette affaire ? La Cour dit tout d'abord que la faculté de faire emploi de la langue flamande n'est pas revendiquée dans l'espèce par un citoyen présentant lui-même ses moyens de défense, mais par les avocats qui sont à la barre. Donc la Cour insiste sur ce constat, qui est un constat dans les faits, que ce n'est pas M. Schoup lui-même qui demande à pouvoir s'exprimer en néerlandais devant ses juges, mais que ce sont ses avocats. Et ça, manifestement, ça fait une différence. Ça n'est pas la même chose. Considérant que pour que l'on atteigne au but que la justice poursuit, il faut que l'avocat parle devant la juridiction qui a la mission d'éclairer, la langue que comprennent tous ceux qui sont préposés à cette juridiction. Vous comparaissez, vous plaidez devant des juges qui ne connaissent que le français, vous êtes obligé de plaider en français, considérant qu'aucune disposition d'organisation judiciaire n'exige que les membres de la Cour de cassation comprennent les 3 langues usitées en Belgique. C'est tout de même une affaire remarquable, cette affaire dans laquelle on interdit, au nom de la liberté linguistique, mais pas celle du justiciable, vous l'aurez compris, au nom de la liberté linguistique des juges, on interdit aux avocats de plaider dans la langue du justiciable. Et généralement, pour les affaires plus importantes, les arrêts de la Cour de cassation sont précédés de conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation ou du procureur général, le cas échéant, qui permettent parfois de mieux comprendre les motifs de la décision. Et en l'espèce, il est vrai que si on examine les conclusions qui précèdent l'arrêt, on se rend compte en réalité que les dispositions légales qui sont invoquées pour justifier le rejet de la demande sont toutes des dispositions qui ont trait au respect dû aux tribunaux, à la nécessaire exigence de ne jamais tenir de discours inutiles et superflus, et aux justes égards que les avocats doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère. Il est en d'autres mots quasiment insultant de venir se présenter devant les juges et de plaider en flamand. Et l'avocat général de continuer, de poursuivre son exposé de motifs. La civilité la plus banale ne commande-t-elle pas à celui qui a le choix entre plusieurs langues de s'interdire celle dans laquelle il a la certitude de n'être pas compris, et si c'est à une personne de qualité, si c'est à une cour de justice que l'on s'adresse, est-il bien séant
Donc on est en train de parler des règles de la bienséance. Est-il bienséance quand on peut faire autrement d'adopter avec affectation un idiome inintelligible? Il parle du flamand. Liberté linguistique, mais pas celle du justiciable, liberté linguistique des juges et respect dû aux juges sont les motifs qui permettent de mieux comprendre cet arrêt tout de même remarquable dans l'histoire judiciaire belge. Pour la petite histoire, en 1882, l'enfant Scoupe n'était toujours pas inscrit à la commune, de sorte que son père n'avait d'autre choix que de l'inscrire dans une école de l'enseignement libre, puisqu'il ne pouvait pas l'inscrire dans l'enseignement communal. Alors cette affaire, qui n'est pas la seule dans son genre, donc cette affaire ainsi que les autres affaires qui ont lieu, qui sont présentées à cette époque, ne sont pas restées sans suite, et ont notamment été évoquées par le député Cormans, celui dont on a déjà parlé lors de la première leçon, à l'occasion des débats, plutôt houleux, relatifs à une proposition de loi visant précisément à modifier cette situation et à modifier la loi sur l'organisation judiciaire en 1869. La loi de 1869 plutôt qu'on proposait de modifier en 1881. Alors, dans un plaidoyer aussi brillant que vibrant, le député Cormans a dénoncé ces difficultés et le point de départ de son plaidoyer fut l'article 23 de la Constitution de 1830. Article 23 qui se trouvait qui était intitulé, dans une section intitulée « Des Belges et de leurs droits ». Donc on parle bien d'un droit à la langue, on parle des droits fondamentaux des citoyens belges. Et dans cette partie, dans cette section, on trouve une disposition, l'article 23, qui dit que l'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif. Il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires. Et le député Cormans commence par rappeler ce qu'en réalité le bon sens commande, c'est qu'on n'a pas voulu dire par ce texte de la Constitution que les citoyens belges pourront faire usage entre eux dans les rapports quotidiens de la vie usuelle de celle de nos langues nationales qu'ils préféraient. Il ne s'agissait bien entendu pas d'envisager l'usage des langues dans les rapports usuels que nous pouvons avoir, dans les rapports privés que nous pouvons avoir dans la vie quotidienne. Car, comme il le rappelle, point besoin d'un texte solennel pour consacrer ce droit naturel, incontestable, et qu'en fait aucun gouvernement, aucune autorité, si tyrannique fût-il, n'ont jamais dans aucun pays du monde dénié à aucun citoyen. Ce que nos constituants ont voulu, c'est que dans ces rapports avec les autorités, avec les fonctionnaires, avec les magistrats, avec tous les représentants de l'État, chaque citoyen belge ait le droit de faire usage de la langue nationale de son choix. Il s'agit ici, bien entendu, d'interpréter ce texte dans un sens qui lui donne une portée effective. Sinon, on ne verrait pas très bien l'objet de l'article 23. Et le député Cormans, que je citerai encore, de poursuivre, un magistrat qui a sollicité et obtenu un siège dans la capitale du pays doit savoir que l'article 23 de la Constitution permet aux Belges de s'adresser à lui en langue flamande toutes les fois que le législateur n'a pas disposé expressément du contraire. Il ne peut pas ignorer qu'il n'a pas le droit, lui, de les en empêcher, de leur défendre, ni d'exiger qu'ils s'expriment en français. Il ne peut pas oublier qu'il a, lui, l'obligation de respecter ce droit et d'y avoir égard de la façon la plus complète. Et il précise également, à juste titre, je pense, que la connaissance de la langue des justiciables belges est au moins aussi indispensable pour le magistrat belge que la connaissance du droit. Le magistrat ne doit pas seulement connaître le droit, il doit connaître les langues des justiciables. L'ignorance du droit se masque de mille manières. Elle ne se révèle point brutalement aux yeux du public. L'ignorance de la langue, au contraire, se révèle immédiatement à tous. Elle expose la magistrature ignorante au rire moqueur des uns, à l'indignation des autres, à la réprobation de tous, alors surtout que cette ignorance amène de la part des magistrats des actes illégaux, arbitraires, destructeurs des droits les plus essentiels des citoyens. Pour ces passages, le député Cormans se fera huer et on lui reprochera notamment le manque total de respect et des égards qu'il doit avoir pour la magistrature.
On dira, mais comment pouvez-vous comme ça insulter les magistrats ? On lui reprochera également un manque d'esprit national, puisqu'il critiquera notamment l'un des pères de la nation, comme on dit, qui est Charles Rogier, mais qui a tout fait pour éviter que le néerlandais fasse son entrée dans les rapports publics. Alors, le député Cormans va ensuite évoquer ces différentes affaires, les problèmes que l'on a pu rencontrer dans certaines de ces affaires, et notamment, il va rappeler qu'il est tout de même inconcevable d'exiger une traduction phrase par phrase de la plaidoirie. Il rappelle que dans une des affaires, même un des juges estimait que la traduction phrase par phrase ne suffisait pas et qu'il fallait traduire mot par mot. Vous imaginez plaider dans ce contexte-là? Bien entendu que non. Et il va plus loin, et ça n'est pas apprécié par tous, vous l'aurez compris à cette époque. Pour colorer leurs procédés inconstitutionnels, ces juridictions se basèrent cette fois sur le fait de l'ignorance de la langue flamande dans le chef de certains conseillers et sur le respect dû par le barreau à la haute magistrature, respect tout particulier qui doit interdire aux avocats de faire usage devant messieurs les conseillers du droit constitutionnel de se servir de la langue flamande, tolérable tout au plus devant les magistrats de bas étage. Au lieu d'être la sauvegarde des droits des citoyens, la magistrature, méconnaissant sa mission essentielle, foule aux pieds ses droits et recourt à l'arbitraire pour proclamer ce qu'elle appelle ses convenances personnelles, supérieures aux droits constitutionnels des Belges, expressément inscrits dans l'œuvre du Congrès. Rien n'est intolérable et contraire à l'honneur d'un pays comme une organisation vicieuse de la justice, recrutant une magistrature ignorante et incapable. Les termes sont durs, mais elles permettront de faire évoluer les choses. Et M. Cormans est aussi conscient des difficultés pratiques que certaines de ces propositions peuvent soulever. Notamment, composer une chambre flamande suppose évidemment qu'on trouve des juges flamands. Et il proposera la composition d'une chambre flamande qui rendra la justice en flamand aux prévenus qui en feront la demande, mais il est immédiatement obligé d'atténuer la rigueur de cette proposition, et il rappelle que nous n'avons pas cru devoir comprendre la Cour d'appel de Liège dans notre proposition, cette Cour ne comptant point malheureusement un nombre suffisant de conseillers, comprenant la langue néerlandaise, pour pouvoir y composer une chambre flamande. Les Flamands de Liège et du Limbourg ayant à comparaître devant la justice liégeoise ne trouveraient d'ailleurs point d'avocat à Liège capable de les défendre en flamand. Donc la difficulté pratique de la proposition est immédiatement soulevée et bien comprise par son auteur. Et il proposera quelque chose qui va finalement faire une entrée par la grande porte quelques années plus tard. Il proposera une solution qui consiste à dire, pour les justiciables à Liège qui parlent le flamand, on peut prévoir le renvoi devant cette chambre néerlandophone, cette chambre flamande qu'on va créer à Bruxelles. Encore une fois, on criera au scandale dans l'hémicycle, mais il n'empêche que certaines de ces propositions seront en tout cas suivies. Et c'est là où probablement nous touchons aussi un des enjeux essentiels de la politique linguistique d'un État plurilingue. Comment organiser de manière effective, de manière aussi effective que réaliste, l'emploi des langues en matière judiciaire. De manière effective, car il s'agit tout de même de mettre en œuvre un droit constitutionnel à la langue, un principe de la liberté linguistique en quelque sorte, mais de manière réaliste aussi, car il faudra bien entendu trouver suffisamment de fonctionnaires et de juges capables de comprendre la langue dont le citoyen revendique l'usage. La mise en œuvre d'une politique linguistique qui intègre ces deux facettes, le caractère effectif et le réalisme du terrain, est assurément complexe. Et plusieurs solutions s'offrent. Alors ce n'est que lors d'une prochaine vague de réformes, celle des années 1930, vous savez que c'était une période où toute une série de lois linguistiques sont adoptées en Belgique, une nouvelle loi sera adoptée pour régler l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 15 juin 1935 est en réalité la dernière de toute une série de lois, bien connue des plaideurs aussi,
constituera la troisième loi, la quatrième loi viendra après celle de 1930 sur la flamandisation de l'université de Gand, après celle de 1932, très importante, sur l'emploi des langues en matière administrative, et celle de 1932 sur le régime linguistique dans l'enseignement. Alors, s'agissant de la loi de 1935, l'intervention législative ne sera pas tant justifiée par la liberté individuelle à la langue que par l'utilisation de cette liberté individuelle par les magistrats, qui est identifiée comme une cause du défaut de garantie pour les néerlandophones, comme ces affaires que nous avons évoquées il y a un instant ont pu le démontrer. Et la proposition de loi de 1935 visera aussi à reproduire le même régime que celui déjà consacré en 1932 pour l'emploi des langues en matière administrative. Le processus législatif ne sera toutefois pas sans heurts, comme vous pouvez vous l'imaginer. Ainsi, tout d'abord, aucun des textes déposés par le gouvernement ne satisfera la commission de la Chambre des représentants qui va rédiger à son tour un projet de loi. Et celui-ci tend à régler l'emploi des langues pour l'ensemble des juridictions, donc civiles, commerciales, mais pénales aussi, et sera basé sur la règle de base selon laquelle la langue régionale sera la langue véhiculaire pour la procédure. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la langue régionale ? Il s'agit de la langue qui est habituellement employée par la majorité des habitants de l'arrondissement judiciaire. On est à une époque où on commence à jouer avec cette idée dont on parlera encore beaucoup, qui est le recensement linguistique, et qui a soulevé toute une série de difficultés par la suite. Donc, si vous êtes dans une langue où la majorité des habitants, si vous êtes dans un arrondissement, où la majorité des gens parlent le français, la langue de la procédure sera tout simplement le français. Le principe est un principe de langue régionale. Ça veut dire aussi que dans le modèle qu'on a choisi, finalement, il reste peu de place pour la liberté individuelle de la langue des parties, puisque même si les parties seraient d'accord pour utiliser une autre langue, dès lors qu'elle se trouve dès lors que la procédure est poursuivie dans cet arrondissement judiciaire dans lequel la majorité des gens parlent une autre langue, ils n'auront pas le choix, ils devront tout de même se plier à cette langue régionale. Alors certes, le projet de la commission de la Chambre comporte déjà quelques atténuations, puisqu'on se rend bien compte que c'est tout de même très dur comme affirmation, et on prévoira également quelques exceptions, dont déjà Bruxelles, pour lesquelles le projet envisage un régime de bilinguisme. Lors de la discussion à la Chambre des représentants, le projet sera jugé trop rigoureux. Et les députés estiment notamment que lorsque les parties le demandent de commun accord dans une procédure civile, les parties devraient pouvoir obtenir le bénéfice de leur langue comme langue de procédure. Mais dans ce cas, pour tout de même ne pas déroger au principe précédent de la territorialité, la cause devrait alors non pas être traitée par un autre juge connaissant leur langue, mais devrait tout simplement être renvoyée vers un autre arrondissement judiciaire pour respecter le principe de territorialité et pour garder des régions linguistiquement homogènes. Au Sénat, le principe de la langue de procédure, le principe selon lequel la langue de la procédure est la langue véhiculaire sera encore jugé bien trop rigoureux, et certains estiment même qu'il faudrait mettre en place un véritable régime de bilinguisme des magistrats, régime dans lequel tous les magistrats seraient bilingues et tout citoyen, tout justiciable pourrait être entendu et pourrait plaider sa cause dans l'une ou l'autre des langues nationales. Proposition qui sera refusée par la Wallonie, probablement aussi à cette époque inspirée par une certaine forme de réalisme, puisqu'on se rend bien compte qu'on aura du mal, on aura des difficultés pour trouver des juges bilingues, mais en tout cas aussi pour des raisons politiques. Et donc, à cette époque-là, ce bilinguisme est très clairement refusé. Donc, on
je dirais que c'est une période clé pour la Belgique, puisque c'est vraiment la période où, le moment où on aurait pu opter pour un bilinguisme, mais le moment où on décide qu'on va plutôt opter pour des régions linguistiques homogènes, et on s'écarte du véritable bilinguisme. Mais de nouveau, au Sénat aussi, on constate qu'il y aura toute une série d'amendements pour atténuer la rigueur des principes et pour réintroduire par ce biais une certaine forme de liberté linguistique, notamment en matière pénale. On va désormais aussi admettre cette idée de renvoi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi de 1935, qui est en quelque sorte l'étape ultime, si on fait maintenant abstraction du feuilleton de la scission de l'arrondissement BHV, bien connu par les Belges dans la salle, mais si on fait abstraction de cette saga-là, en réalité, cette loi, c'est un peu c'est cette loi qui va fixer le régime définitif pour l'emploi des langues en matière judiciaire en Belgique, puisqu'elle aura certes été modifiée quelquefois, et elle va évoluer dans un contexte aussi qui va changer. Mais cette loi est aujourd'hui encore en vigueur. Elle a été encore modifiée en 2012 pour intégrer la réforme suite à la scission de l'arrondissement judiciaire électoral Bruxelles-Vilvoorde, mais en tout cas, cette loi est aujourd'hui encore en vigueur et donc constitue vraiment le socle sur lequel la politique linguistique en matière judiciaire a été construite en Belgique. Alors, c'est une loi, je vous l'ai dit, dans laquelle on abandonne donc l'idée d'un bilinguisme au profit d'une homogénéité linguistique, et qui, à l'époque, comportait encore un élément de souplesse. Cet élément de souplesse était précisément lié au fait qu'on se référait à ce que parlait la majorité des habitants dans l'arrondissement. Et que ça, bien entendu, c'est une donnée qui peut évoluer. D'où le recensement linguistique, mais qu'on abandonnera à un moment donné pour figer définitivement la frontière linguistique de 1921. Elle était souple, elle dépendait du recensement linguistique, on n'en a pas fait beaucoup, puisque 1947 a été le dernier, vu les résultats qu'il a produits, mais on a figé, on a abandonné cette souplesse, on a sorti cette souplesse de la loi, et désormais, le critère, c'est surtout la question de savoir dans quel arrondissement judiciaire vous êtes, et l'arrondissement judiciaire dépend maintenant toujours d'une région linguistique. Et ça, c'est une donnée qui n'évolue pas, sous réserve de réformes politiques, mais qui sont, sur ce point en tout cas, extrêmement difficiles à imaginer. Les inconvénients d'une telle législation, c'est que c'est une législation qui est complexe, puisque c'est bien gentil de dire d'une part, voilà, ça c'est le principe de la langue régionale qui sera la langue de la procédure, mais on se rend bien compte que si on veut respecter les principes constitutionnels de liberté linguistique, il faudra tout de même prévoir des aménagements, et ces aménagements rendent la législation extrêmement complexe à comprendre. Il y a de nombreux pièges de procédure pour les plaideurs. Cette loi est un véritable cauchemar pour les plaideurs, notamment parce que la sanction, c'est la nullité de tous les actes de procédure si vous n'avez pas choisi la bonne langue. Alors, très rapidement, le régime linguistique que cette loi consacre très concrètement, les tribunaux qui sont dans les arrondissements dans la région linguistique flamande, la langue de la procédure sera nécessairement le néerlandais, avec une règle spéciale en matière pénale pour profiter aux prévenus et à l'inculpé. Pour les tribunaux en région linguistique française, la langue de la procédure sera évidemment le français, toujours avec la même règle spéciale en matière pénale, et, puisque vous le savez, nous n'avons pas 2 langues, mais 3 langues tout de même. Pour les tribunaux qui sont situés dans l'arrondissement judiciaire de Eupen, la langue de la procédure sera l'allemand. Vous allez me dire, oui, mais alors, qu'en est-il pour Bruxelles? Alors, pour Bruxelles, le principe est celui de la liberté. Et Bruxelles est un cas un peu particulier, parce qu'on dit toujours de Bruxelles que c'est en réalité la seule région bilingue en Belgique. Mais la pratique judiciaire ne sera pas pour autant bilingue. C'est une région bilingue dans le sens où le citoyen a le choix de la langue qu'il va pouvoir utiliser dans ses rapports avec l'administration ou devant le juge, dans les affaires qui sont portées devant le juge. Mais en réalité, ce n'est pas une région bilingue dans le sens où devant le même juge, on parlerait indifféremment le néerlandais ou le français. Une fois qu'on est sur une voie, qu'on a choisi la voie française
ou la voie néerlandophone, on reste dans cette voie. Si votre arrêt est rendu en néerlandais, votre pourvoi en cassation sera aussi rédigé en néerlandais et la Cour de cassation rendra une décision en néerlandais. En d'autres mots, vous restez sur la voie que vous avez choisie. Alors, ça a des implications au niveau du recrutement des magistrats, bien entendu. Au niveau du recrutement des magistrats, et ce qui est assez intéressant, c'est que depuis qu'on a ce système, on a aussi, à Bruxelles, nécessairement des chambres néerlandophones, des chambres francophones devant les tribunaux. En 2012, on a modifié cela et on a créé, au lieu d'avoir des tribunaux bilingues avec chaque fois une chambre néerlandophone, une chambre francophone, on a maintenant créé à Bruxelles des tribunaux unilingues. Donc on a un tribunal de première instance francophone et on a un tribunal de première instance néerlandophone. On abandonne donc le principe des chambres, mais en réalité, on garde quand même cette liberté linguistique puisque vous choisissez si vous allez devant la juridiction, le tribunal néerlandophone ou le tribunal francophone. Alors, dans ce système, on pourrait se dire, mais c'est génial puisque ça veut dire qu'il ne faut recruter que des magistrats francophones ou des magistrats néerlandophones, mais en tout cas qu'on n'a pas besoin de magistrats bilingues, puisque tout ça est séparé. Si vous prenez toutefois le texte de la loi, dans sa version actuelle, il est prévu que dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux francophones et néerlandophones, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, comptent chacun un tiers de magistrats bilingues, justifiant de la connaissance fonctionnelle. Alors c'est un concept intéressant, c'est quoi la connaissance fonctionnelle de la langue, de l'autre langue? Toutefois, parmi respectivement le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance francophone et le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance néerlandophone, 2 magistrats chargés de l'instruction doivent justifier la connaissance approfondie de l'autre langue. Donc, on a la connaissance fonctionnelle et on a la connaissance approfondie. Donc, pensez que ce système de langue régionale, de langue procédure unique, simplifierait tout du point de vue du recrutement des magistrats est un leurre. Et une des difficultés auxquelles on est régulièrement confronté, c'est précisément le recrutement de magistrats bilingues. Il n'est pas évident de trouver des magistrats bilingues. D'ailleurs, dans notre système, on constate aussi qu'il y a généralement 2 critères qui sont utilisés pour déterminer quelle est la langue ou quelle est la connaissance de langue d'une personne. C'est soit un examen, il y a des examens qui sont organisés par le CELOR, soit l'autre possibilité, c'est le diplôme. Très fréquemment, vous avez encore une série de dispositions qui se réfèrent au diplôme dans lequel vous avez, la langue du diplôme en droit que vous avez obtenu. On constate par ailleurs aussi que, s'agissant des avocats à la Cour de cassation, la moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier la connaissance de la langue française, l'autre moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doit justifier la connaissance de la langue néerlandaise. Si le nombre d'avocats justifiant la connaissance de l'une de ces 2 langues n'est pas atteint, il ne peut être procédé à la présentation de candidats ne justifiant pas la connaissance de cette langue. Donc c'est à tous les niveaux, et vous le savez, à la Cour de cassation, là aussi, il y a des chambres, il y a des sections plutôt néerlandophones et des sections francophones au sein de chacune des chambres. Donc c'est à tous les niveaux que cette complexité va se retrouver. En d'autres mots, si on fait le bilan de notre système qui, a priori, peut paraître simple, on doit constater qu'il donne lieu à une organisation judiciaire extrêmement complexe, pas évidente à maîtriser, qu'il recèle de nombreux pièges de procédures qui sont autant source d'insécurité juridique, et que malgré le principe de base qu'on a adopté, qui n'est pas un principe de bilinguisme, on n'a pas réussi à se dispenser de la nécessité d'avoir des examens linguistiques avec toutes les conséquences que cela peut impliquer au niveau du recrutement des magistrats. Alors, est-ce dire que nous aurions dû opter en 1935, et plus particulièrement en 1932, pour un véritable bilinguisme pour l'ensemble du pays? C'est une question à laquelle
pour laquelle il n'y a pas de réponse simple. Et je pense que le mieux peut-être, c'est de tourner le regard vers une autre juridiction, vers un autre pays où le bilinguisme est inscrit dans l'ensemble des textes fondamentaux. C'est la raison pour laquelle je vais donner la parole à mon collègue Mathieu Devina. Alors Mathieu Devina est professeur à l'université de Sherbrooke, professeur en droit privé et droit comparé, mais surtout aussi Mathieu a participé à une initiative absolument remarquable au Canada qui est la rédaction d'un dictionnaire juridique. Le dictionnaire juridique, c'est déjà une chose extrêmement rare parce qu'il faut savoir que traduire un concept juridique est quelque chose de très difficile parce qu'il est parfaitement possible que le concept que vous voulez traduire n'a pas de pendant dans la langue, dans l'autre langue, puisque tous les pays ont des concepts juridiques différents. Et donc, Mathieu a beaucoup travaillé, a fait partie du comité de rédaction de ce dictionnaire juridique qui est une source vraiment fondamentale au Canada, ce qui fait probablement de Mathieu la personne la plus qualifiée pour venir nous parler du bilinguisme. Donc je cède la parole à Mathieu, je vous remercie pour votre attention.